Chers amis, bonsoir et bienvenue à cette soirée philosophique de l'Institut culturel italien. Nous avons ce soir deux invités, Ilaria Gaspari et Pascal Chabot, qui vont être chatouillés par notre Paolo Grossi dans une conversation au sujet philosophique. Vous aurez pu voir dans le programme qu'il s'agit du temps. Je laisse donc la parole à nos invités et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Normalement, jusque-là, on a eu comme invité des romanciers. Et c'est donc la première fois qu'on a le plaisir d'accueillir plutôt des essayistes, disons. Et la particularité de cette rencontre, de la rencontre aujourd'hui, est que nous avons le plaisir d'accueillir non pas un auteur avec son traducteur ou son éditeur, mais deux auteurs à la fois. Et donc ce sera à moi un peu de justifier ce choix, et de justifier l'idée aussi de les mettre ensemble. Mais d'abord, quelques mots sur nos auteurs. À mes côtés, Ilaria Gaspari, qui a étudié la philosophie à l'École normale supérieure de Pise, et puis à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Elle a publié un roman, Etica dell'Acquario, qui a été également édité en français, et puis deux livres au PUF. Alors, les Leçons de bonheur, donc vous voyez là la couverture italienne. Le livre est apparu chez Einaudi, Lezioni di felicità. Et puis le livre dont nous allons parler ce soir, le petit manuel philosophique à l'intention des grands émotifs. Dans ces rencontres, on a un peu invité tous à observer les couvertures, observer les titres qui changent. C'est intéressant de faire une comparaison entre les choix des éditeurs. Pour terminer avec Ilaria Gaspari, tout récemment, elle a publié un livre sur l'écrivaine allemande Ingeborg Bachmann. Vous le trouvez là. Il est publié par Perrone, un éditeur de Rome. Pascal Chabot est professeur de philosophie à l'Institut des hautes études en communication sociale à Bruxelles. Il a publié une bonne dizaine de livres, je ne les rappellerai pas tous. Je mentionnerai notamment Global Burnout, publié en 2013, le Traité des libres qualités, le livre dont nous allons parler ce soir, donc Avoir le temps, essai de chronosophie. Et lui aussi a publié tout dernièrement un livre sur un écrivain, mais dans ce cas, il ne s'agit pas d'un écrivain allemand, mais d'un écrivain anglais, sur Aldous Huxley. 6 jours dans la vie d'Aldous Huxley. Ces livres ont été traduits, une bonne partie en italien, et publiés chez Castelvecchi, mais son dernier livre, et j'en suis particulièrement fier parce que je suis un peu à l'origine de cela, a été publié chez Treccani. Il vient de paraître, je l'ai reçu il y a 3 jours, Avere tempo, saggio di cronosofia. Voilà. Alors, pourquoi mettre ensemble ces deux livres? Alors, on va voir quels sont les traits communs. On peut partir tout simplement en disant que ce sont deux livres écrits par deux philosophes, qu'ils ont été publiés en France par le même éditeur, les presses universitaires de France. Ils ont paru en 2021, tous les deux. Et je voudrais ajouter aussi que ces deux livres ont été écrits plus ou moins dans la même période, c'est-à-dire dans la période de la pandémie. Alors là, vous me direz, c'est un peu court pour justifier de mettre ensemble ces deux livres. Donc il faut approfondir la question. En fait, il y a un autre trait commun qui les caractérise, et c'est un peu leur ambition d'utiliser les instruments de la philosophie pour faire face à des questions que nous nous posons tous au cours de notre vie quotidienne. Comment vivre nos émotions d'un côté et comment faire face à la sensation de ne pas avoir assez de temps, de ne pas arriver à maîtriser le temps dont nous disposons. Donc, je dirais qu'il y a au départ de ces deux livres une idée de philosophie comme une sagesse qui peut nous aider à mieux vivre, sur le modèle un peu des écoles de philosophie de la Grèce antique, ou pour nous référer à un auteur contemporain, sur le modèle un peu de Pierre Hadot,
qui, dans ses livres, met en valeur le fait que les systèmes philosophiques sont avant tout des moyens pour vivre autrement, sont des exercices préparatoires à une certaine manière de vivre. Alors, vos deux livres traitent en fait de deux sujets très différents, on l'a dit, les émotions et les différents régimes de temporalité dans le cas de livres de Pascal Chabot. En dépit des thèmes très différents que vous traitez, il me semble que tous les deux, vous partez d'un constat commun, celui d'une condition très répandue d'analphabétisme. Hilaria, vous parlez d'un analphabétisme des émotions, et on peut dire aussi que dans votre livre, même si vous n'utilisez pas cette expression, il y a un certain analphabétisme dans l'utilisation du temps. Alors, voici un peu les traits communs de ces deux livres. Dans votre livre, Hilaria, vous écrivez « Nous n'avons pas été éduqués au discours émotionnel ». Pascal, vous écrivez « Le temps est toujours changeant. Il est le passé, le futur, le présent et le devenir. Il est un mystère défiant notre compréhension. » Il s'agit donc, dans vos livres, de tracer un itinéraire qui doit conduire, d'un côté, à mieux comprendre le langage des émotions, et de l'autre, à savoir bien distinguer ce dont nous parlons quand nous parlons du temps. Alors, j'en viens à ma première question que j'adresse à Hilaria Gaspari. D'abord, pourquoi vous avez choisi, disons, une approche un peu autobiographique, qui est d'ailleurs une caractéristique aussi de votre livre précédent, des Leçons de bonheur. Pourquoi vous contestez un peu, vous refusez au début de votre livre l'approche classique aux émotions, les philosophes grecs nous parlent de l'ataraxie, de l'apathie, de la maîtrise des passions. Et pourquoi vous mettez en discussion l'équation entre émotivité et instabilité? Alors, merci pour cette question très importante et très compliquée parce qu'il y a différents niveaux. Je vais essayer de répondre à cette question si profonde. Alors voilà, je dirais qu'au début, il y a mon propos d'essayer d'écrire des philosophies dans un style que j'ai dû de quelque façon m'inventer. Et cela remonte, je pense, à mon expérience d'étudiante de philosophie. J'étudiais à l'école normale en Italie, et après j'ai fait mon doctorat à Paris 1, ici à Paris. J'ai habité à Paris pendant 4 ans, et c'était vraiment une des périodes les plus heureuses de ma vie. Mais pendant que j'étudiais, je me confrontais, j'étais face à l'absence d'un modèle d'écriture philosophique contemporaine qui me donnait la possibilité de conjuguer mes deux passions qui sont la narration et l'écriture philosophique, la réflexion. Et donc, l'idée m'est venue de reprendre un modèle qui était assez ancien, même si c'était un modèle moderne, et c'est le modèle de Montaigne. Montaigne, dans ses essais, fait quelque chose, bien sûr, je ne veux pas me comparer à Montaigne, mais j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour une femme aujourd'hui qui essaie d'écrire de la philosophie en m'étant occupée longtemps du discours autobiographique chez Montaigne, chez Pascal, chez Rousseau. J'avais fait des études sur cela pour ma thèse de doctorat et j'ai pensé essayer de reprendre ces modèles, ces paradigmes de narration où le je qui parle, le moi qui parle devient, disons, une possibilité de faire une expérience sur soi-même, non? De se mettre à l'épreuve, de se lancer un défi, qui est un défi notamment philosophique. Le défi d'essayer ce que la philosophie peut faire dans ta vie.
Et ce n'était pas une démarche qui avait à faire au développement personnel, où souvent on parle des techniques pour s'améliorer, des techniques pour se porter d'ici à ici. Ça ne m'intéressait pas et je trouve que ça c'est vraiment un propos qui peut vraiment appauvrir notre vie, notre idée de la vie. Au contraire, c'était un peu une démarche qui venait de la philosophie antique et notamment, comme Pierre Hadot le disait très bien, c'était quelque chose qui avait à faire au fait que les écoles de philosophie, c'était pas des lieux où on étudiait seulement la philosophie, mais c'était des lieux où on vivait la philosophie. Alors voilà, cet ancien moderne qui a été Montaigne, il a essayé avec beaucoup de courage et avec un énorme talent de faire ça, d'essayer de voir comment raconter les récits de sa vie allait changer vraiment la façon dont il vivait sa vie. Et donc, dans mon petit coin, j'ai essayé de faire ça avec mon premier livre de ce genre, qui était Leçons de bonheur, qui est apparu en Italie et après en France, juste avant la pandémie. Et qui était un livre qui m'a amené à faire un très long tour, au début en personne et après c'était un tour en ligne parce qu'il y avait la pandémie qui était survenue et les gens avaient beaucoup envie de parler de ça, de parler des modèles du bonheur dans l'Antiquité. Et en travaillant sur cela, j'ai pensé que c'était le moment d'essayer de travailler sur quelque chose que l'éthique antique posait comme une question, mais qui ne me satisfaisait pas trop, et c'était notamment la question de l'ataraxie, du contrôle des émotions. Parce que, en travaillant sur la notion de bonheur, je m'étais aperçue qu'il y avait plein de gens qui étaient un peu obsédés, comme Pascal le dit très bien au sujet de l'obsession pour le temps qu'on cultive. Et c'est aussi, je pense, une obsession pour un modèle de bonheur qui est quelque chose qu'on se pose de plus en plus loin dans sa vie comme un but auquel arriver, mais qui s'éloigne toujours et qui est un peu ambivalente parce qu'il y a d'un côté l'idée qu'il faut être heureux pour le montrer aux autres, il faut être plus heureux que les autres, que c'est une compétition d'une certaine façon, et de l'autre côté il y a l'idée très répandue qu'on n'est pas capable d'être heureux. Alors voilà que l'idée ancienne du bonheur comme une vertu, comme une arrêté, c'est-à-dire pour les Grecs c'est quelque chose qui va déployer notre puissance, est quelque chose qui me frappait beaucoup et que je voulais explorer. Et ça m'a amené à explorer un univers émotionnel qui était entrelié à cette idée du bonheur. Et là, ma guide était l'autre philosophe auquel j'avais consacré ma thèse de doctorat, qui était Spinoza. Spinoza avait fait au XVIIe siècle un travail vraiment révolutionnaire sur ce qu'il appelle les affects et qui sont ce qu'aujourd'hui on appelle les émotions. Il a été le premier à sortir de l'idée que la passion doit être quelque chose de forcément passif, quelque chose qui nous pose dans une condition de passivité forcée, et il a reconnu en premier que c'était au contraire une occasion de connaissance. Et alors je voulais essayer d'explorer cet univers et ce rapport qu'on a à nos émotions dans cette époque qui nous demande d'être hyper performants d'un côté et de l'autre côté qui nous pose des très vieilles questions qui ont à faire avec le sens de culpabilité, la responsabilité, qui sont des questions qu'on n'a pas reçues, mais qu'en sortant la religion du discours et du raisonnement sur soi-même sont devenus quelque chose d'insoluble. Et donc voilà, j'ai voulu essayer d'être spinoziste avec les émotions, d'appliquer une méthode d'analyse un peu spinoziste, mais avec une démarche montagnenne. Je sais que c'est des modèles vraiment énormes, mais ce que je voulais faire concrètement, c'était de reprendre un propos spinozien que je trouve peut nous aider
tous dans la vie. Et c'est l'idée, c'est-à-dire l'idée que ce qu'on éprouve, c'est pas un vice, c'est pas une vertu, c'est seulement quelque chose qu'on éprouve. Il faut pas se culpabiliser pour les émotions désagréables qu'on éprouve. Il faut pas se ressentir vertueux parce qu'on éprouve des émotions qui nous font ressentir bien. Et ça, je trouve que c'est très, très évident, c'est très facile à comprendre en théorie, mais dans la vraie vie, c'est plus difficile. Et alors voilà pourquoi, en revenant à votre belle question, voilà pourquoi j'ai essayé d'utiliser mon histoire de vie pour essayer de faire ça. C'était un processus qui m'a posé face à la honte, face à ma pudeur de me raconter, parce que pour moi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est très difficile d'écrire de moi dans mes livres, parce que c'est un effort que j'ai fait en direction d'une sincérité qui m'est très utile pour l'écriture, je trouve, parce que ça me pose dans la condition d'avoir une telle honte que je suis très présente dans les mots écrits et dans la réflexion. Si je n'ai pas cette honte, je suis plus loin de ce processus de connaissance. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup à m'éclaircir les choses que j'écris. Et donc, voilà pourquoi j'ai utilisé moi-même. Et aussi, j'ai pensé que ça pouvait être, pour ceux qui allaient lire ce livre, une occasion de se reconnaître en tant que, vous me disiez auparavant, c'est pourquoi vous posez en relation l'émotivité et l'instabilité. Parce que c'est vraiment un préjugé très répandu, et c'est notamment un préjugé des genres, c'est un préjugé qui touche surtout les femmes, historiquement. Et les femmes qui ont toujours été considérées les genres irrationnels, de celles qui ne peuvent pas s'occuper des politiques, qui ne peuvent pas prendre des décisions. Bien sûr, cette chose-là est en train de changer, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un héritage très lourd qui lie l'émotivité et la sensibilité très fort, le fait d'être affecté par le monde, dirait Spinoza, à une forme de manque de capacité d'être responsable. Alors que je pense qu'on est responsable de nos émotions, alors qu'on apprend à les reconnaître et on apprend à parler avec leur alphabet. Et on reviendra sur ce voyage dans les émotions que vous proposez dans votre livre. J'en viens maintenant à la question du temps. Alors, saint Augustin écrit dans les Confessions: qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne m'interroge, je le sais. Si je veux répondre à cette demande, je l'ignore. C'est l'une donc des grandes questions philosophiques. Et dans votre livre, vous proposez toute une série de distinctions très fines entre, d'un côté, le temps subjectif, le temps objectif, et puis surtout entre toute une série de régimes temporels qui ont caractérisé, selon vous, les différentes époques de la civilisation humaine. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un peu plus. Bonsoir, et merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, l'idée était d'ouvrir cette notion de temps, une notion extrêmement familière, vous le dites bien, et peut-être une des tâches de la philosophie est-elle de s'emparer du familier trop connu pour être défini, et d'aller voir ce qu'il recèle en le mettant en relation, c'est vrai, avec évidemment l'histoire de la pensée, et puis en le mettant en relation avec la manière dont notre époque a vertigineusement modifié des notions, parce qu'un des propos du livre est évidemment d'expliquer en quoi ce rapport à la temporalité a profondément évolué avec notamment les technologies. L'idée du livre est d'abord de parler de notre rapport au temps, qui est un avoir et un être. Nous avons du temps, mais cet avoir-là est tout à fait particulier parce que le temps est ce que nous avons sans l'avoir. Pour le dire autrement, la seconde qui va arriver, je l'aurai, et aussitôt eu, elle n'est plus. L'expérience de cet avoir est l'expérience directement d'une dépossession. Nous habitons toujours la fine lamelle du présent,
étant tout de même dans notre conscience, et on le voit par l'écriture aussi, massivement dans le passé et dans le futur, alors que nul n'a jamais vécu ni dans le passé ni dans le futur. Nous ne vivons que sous cette arête du présent, et nous vivons sous un mode tout de même tragique, le présent, en ce sens qu'il est l'irréversibilité elle-même, l'expérience de la temporalité et l'expérience de ce qui est une fois et n'est qu'une fois, évidemment. D'où évidemment une gamme très très large. Il y a beaucoup de liens avec le livre d'Hilaria Gaspari, une gamme très très large d'émotions et de ressentis qui peuvent être générés par notre manière de réfléchir à la temporalité. Et donc cet avoir paradoxal a un destin contemporain, c'est que plus encore qu'à d'autres époques sans doute, nous avons l'impression que le temps nous échappe, pas uniquement parce que c'est l'humaine condition que le temps nous échappe, mais également par ce fait qu'un régime d'obligation, une frénésie parfois, une accélération générale, fait que souvent nous arrivons au bout d'une journée en nous disant « je n'ai pas eu le temps » ou je n'ai pas le temps malheureusement. Et ce n'est pas uniquement une question de choix, et donc ce n'est pas uniquement une question de culpabilité, c'est le fait que le régime de nos obligations nous dérobe ce temps que pourtant nous sommes. Alors puisqu'être en vie, c'est uniquement cela, avoir du temps et ne plus en avoir, c'est cesser d'être. Alors, la question, finalement, est, à partir de ces constats, de produire une philosophie du temps qui, effectivement, se nourrit beaucoup de la philosophie classique, de la philosophie ancienne, mais qui essaye de la transformer dans la mesure même où l'époque dans laquelle nous vivons est singulière en ceci que le nombre de régimes de temporalité que nous connaissons est sans commune mesure avec ce que les anciens pouvaient savoir du temps. Bien sûr, c'est un truisme que de dire que le temps que nous vivons est différent de celui des anciens Égyptiens, par exemple. Encore que si l'on veut y réfléchir, les anciens Égyptiens connaissaient comme schème de la temporalité celui de la nature, c'est-à-dire le destin, c'est-à-dire le temps, ce qui ne dépend absolument pas de nous, le temps en ce qu'il est itératif, qu'il est circulaire, le temps en ce qu'il est dicté par l'alternance des jours et des nuits, par l'alternance des saisons, par les cycles de la nature, par l'éclosion des bourgeons et finalement la maturation, la sénescence et la renaissance des corps chez les jeunes enfants. Bon, toute cette temporalité-là, c'est le temps du destin, temps universel qui a souvent été la fatalité elle-même et qui n'a souvent été, dans l'histoire de l'humanité, que la seule temporalité, en tout cas que la temporalité majeure. Et l'idée est de nous comprendre, nous, non pas comme tournant le dos à cette temporalité-là. Peut-être que parfois nous voudrions davantage mettre le destin loin de nous. On dit que c'est une sagesse d'accepter le destin. Ça dépend lequel, évidemment. Mais plutôt que de dire que cette temporalité-là du destin, nous voulons la fuir, il faut penser comment c'est surajouté un autre rapport au temps, où ce n'est pas le temps des origines, le temps du destin qui prédomine, mais le temps du progrès, c'est-à-dire celui dans lequel on se dit que l'action présente, en ce qu'elle modifie le réel, peut créer un monde de demain différent du monde d'aujourd'hui. Et qu'ainsi, quittant quelque chose comme une cyclicité du temps, où on a un certain retour du même, on ouvre des avenirs tout à fait différents. Et à nouveau, longtemps, cette temporalité de l'ancien destin et du progrès se sont affrontés, se sont confrontés, jusqu'à ce que, et c'est pour ça que de nouvelles distinctions doivent être avancées, comme vous le disiez, jusqu'à ce que aujourd'hui, on connaisse un régime de temporalité tout à fait unique. Je me permets le néologisme d'hypertemps pour dire que la manière dont les technologies conditionnent notre être au monde
en dictant une sorte d'omniprésence du temps, puisque le temps est sur tous les écrans, évidemment. C'est un temps quantifié, un temps numérique, un temps à rebours aussi. Depuis 20-30 ans, nous vivons et nous connaissons le décompte du temps. On utilise un GPS, le GPS nous dit que dans 8 minutes, nous arriverons à destination, ou dans 8 heures, peu importe. Mais enfin, ce décompte-là du temps, qui est un temps stricto sensu, machinique, c'est un temps inhumain, évidemment. Nous, humains, nous ne savons pas décompter le temps. Par contre, la machine qui n'a pas de sentiment de la durée, de conscience intime du temps, comme dirait Husserl, ne sait faire qu'une chose. Sait faire beaucoup de choses, mais pour faire tout ce qu'elle fait, elle calcule d'abord le temps qu'il lui faudra pour le faire. Ce qui veut dire que la temporalité machinique est une temporalité du décompte, qui peu à peu colonise nos activités. Nous savons que dans les réunions Zoom ou autres, parfois, nous voyons qu'il reste 12 minutes à cette réunion, il reste autant de secondes pour faire telle ou telle chose. Même le cinéma, finalement, est colonisé par cela. Et quand nous regardons un film policier, par exemple, nous pouvons voir s'il reste 4 minutes ou 15 minutes, ce qui, du point de vue d'un réalisateur, est une abomination, parce qu'évidemment, le coupable n'est pas le même qu'il en reste 4 ou qu'il en reste 5 ou qu'il en reste 15. C'est-à-dire que finalement, on surajoute un rapport quantitatif au temps, et ce qui fait tout le monde de l'hypertemporalité. Puis encore un dernier schème du temps pour conclure ce passage en revue. Nous connaissons aussi le temps du délai, c'est-à-dire le temps qui nous rapporte à la possibilité extrêmement probable d'une catastrophe climatique majeure ou d'un effondrement de la biodiversité. Et toute cette temporalité-là se surajoute, et nous vivons simultanément au cours de la même journée dans ces temps-là. Et s'il existe quelque chose comme une sagesse du temps, une chronosophie, il s'agit de la construire en ayant d'abord conscience. Pascal a évoqué dans son exposition le lien entre émotion et le temps. Alors, dans votre livre, vous proposez une sorte de classement des émotions. Vous en dénombrez 11, je crois. Et vous mettez en relief que certains sont liés à la conscience du temps. Donc la nostalgie, le remords et le regret, l'angoisse aussi. Alors, je voudrais vous demander de vous arrêter un petit peu sur ces émotions liées au temps, sur la différence entre la nostalgie, le remords et le regret, et aussi, étant donné que c'est un livre écrit à la première personne, de façon autobiographique, qu'est-ce qui est plus lourd à vivre pour vous, les regrets ou le remords? Oui, c'est vrai. Quand j'ai commencé à écrire mon livre, je n'avais encore pas lu le livre de Pascal Chabot parce qu'il n'avait pas paru, finalement. Peut-être on les a écrits en même temps, mais je ne savais pas, bien entendu, qu'il allait écrire ces livres, qui est vraiment quelque chose qui m'a éclairci sur mon énorme problème avec le temps. Donc, je vous remercie beaucoup pour avoir écrit ces livres, qui est vraiment, que je pense, est vraiment un livre très important parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit, comme il a très bien expliqué, c'est vrai qu'on a cette tension continuelle entre l'idée traditionnelle du progrès qui montre ses défauts et ses manques. Il y a ce hyper-temps qui nous met dans une condition d'angoisse perpétuelle. Il y a des psychologues qui étudient plein de problèmes qui sont liés à cette angoisse du temps qui passe, qui est trop court, qui court trop, qui n'est pas assez pour terminer les choses. Et il y a aussi tous les fameux acronymes qu'on utilise, non? La FOMO, c'est-à-dire la peur de perdre des occasions, de ne pas avoir le temps d'attraper les occasions. Et ça, c'est un conditionnement très fort aujourd'hui, notamment pour tout le monde, mais surtout pour les gens qui sont en train de se construire une place dans ce monde, de se trouver sa place, de se construire, de se donner la possibilité de construire une famille, une personnalité et tout ça. Donc c'est quelque chose de très fort et qui peut mettre vraiment les gens en crise. Et il y a aussi ce thème du délai
non, de la catastrophe climatique qui s'annonce et qui peut provoquer soit une panique, une vraie panique, soit une sorte d'indifférence parce que c'est comme une forme de résignation. Mais pour en revenir à votre belle question, je dirais que quand j'ai commencé à écrire mon livre, même si je n'avais pas lu, comme je disais, les livres de Pascal Chabot, je me suis rendu compte que nos émotions, il y a des émotions fondamentales qui nous lient au passage du temps. Parce que, notamment, la condition humaine, c'est celle de se rendre compte d'avoir un temps limité sur la Terre, un temps de vie limité. Et bien sûr, toutes les religions ont essayé de donner des réponses, de donner l'idée, l'illusion peut-être, ou la conviction peut-être qu'il y a d'autres temps, qu'il y aura d'autres vies, qu'il y aura une autre vie. Mais maintenant, tout ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'on a ces temps de vie. Et c'est un temps qu'on sait être limité, on est sûr de ça, on le sait très bien, l'expérience nous le dit, mais c'est vrai que, contrairement à ce qui arrive avec les films policiers où on peut voir combien de temps il reste jusqu'à la fin, à moins qu'on décide de terminer sa vie un certain jour, on ne sait pas combien de temps il nous reste. Donc c'est une condition effrayante si on y réfléchit, c'est quelque chose vraiment d'épouvantable. Et c'est vrai que notre être dans le temps, c'est pas moi qui l'a dit, conditionne vraiment toute notre expérience de la vie, notre possibilité d'être vivant. Et donc, j'ai décidé de commencer mon livre, qui est un livre que j'ai consacré justement parce que mon propos était le propos spinozien de montrer qu'il n'y a rien de méchant, ni rien de vertueux, ni rien de bon en soi dans les émotions, mais il s'agit seulement des états d'esprit que nous traversons et dont on peut se rendre conscient et donc les utiliser pour apprendre quelque chose, mais pas les utiliser dans une façon utilitariste, mais comme une occasion d'apprentissage. Et je me suis rendu compte que notre relation au temps est très fortement émotive et émotionnelle. Et donc, je suis partie de la nostalgie, qui est une émotion qui a une double face. Toutes les émotions dans mon livre ont une ambivalence constitutive. C'est des émotions qu'on était à la fois considérées négatives et positives, justement parce que je voulais démontrer qu'elles ne sont ni négatives ni positives, elles sont seulement des émotions. Donc voilà, la nostalgie, c'est quelque chose que aujourd'hui, je pense justement parce que, mais je vais demander après à Pascal s'il a un avis sur cela, notamment parce qu'on est face à cette menace catastrophique qui nous pose dans un état de crainte potentiel. La nostalgie, donc, l'idée de se réfugier dans le passé, l'idée de revenir à quelque chose qu'on sait déjà que c'est bien passé parce que c'est passé et après le monde a survécu, on est arrivé jusqu'à nous. Et donc c'est quelque chose qui peut nous rassurer. Et voilà pourquoi le marketing, la publicité utilisent autant de nostalgie. Et voilà pourquoi les jeunes générations sont très nostalgiques. C'est quelque chose de très touchant. Et c'est quelque chose d'autant plus touchant si on pense que le mot nostalgie a été cogné par un médecin allemand à la fin du XVIIe siècle pour donner un nom à une forme de dépression de langueur qui cueillait les soldats d'origine suisse qui allaient se battre dans des armées étrangères. Non, ils allaient se battre comme soldats pour gagner un salaire. Non, donc ils mettaient leur vie à risque pour quelque chose, pour une cause qui lui appartenait pas. Et la nostalgie était liée à une sorte de légende métropolitaine, une sorte de mythe qui s'est répandu, qui l'a lié au fait qu'en entendant une certaine musique, la musique qui s'appelle les Ranz des vaches, c'est cette mélodie qui était sonnée par les bergers pour le soir, avant que tous les animaux allaient se coucher. Et cette mélodie, il disait, rendait les soldats incapables de se battre. Donc il y a quelque chose de paralysant dans la nostalgie
qui vient de cette idée des maladies. Bien sûr, la nostalgie existait bien avant qu'on connaisse ces noms comme le nom d'une maladie. Nostalgique est Ulysse, quand il est dans son voyage, il arrive chez la nymphe Calypso, et il est complètement charmé par cette femme qui est une déesse, et donc qui ne vieillit pas, mais qui l'éloigne de sa condition humaine. Et donc voilà, il ressent la nostalgie de son île et de sa femme qui a vieilli, mais qui pourtant le ramène à son passé. Donc voilà, il y a quelque chose de très profond, de très humain dans la nostalgie, mais il y a aussi cette double face, non? La face de la paralysie, la face de la rassuration d'une certaine façon. Et donc voilà, je voulais essayer d'analyser ça et d'analyser la vérité qui me semble la plus frappante par rapport à la nostalgie au temps. C'est-à-dire le fait que quand on a nostalgie, on pense avoir nostalgie souvent d'un lieu, ou d'une personne, ou d'une ville, ou de quelque chose d'extérieur. Et finalement, on a toujours nostalgie de nous-mêmes, de ce qu'on était auparavant, de ce qu'on a été déjà et qu'on ne peut plus être encore une fois. Et donc, c'est vraiment une maladie parce que c'est comme une forme de tension vers quelque chose qu'on ne peut pas avérer. Et alors que les remords et les regrets sont deux faces, je trouve, de la même d'une autre manifestation du fait qu'on change toujours et que notre vie est un changement qui ne s'arrête jamais jusqu'à la mort, bien sûr. Mais et notre vie, en nous changeant, nous pose dans la situation, dans la nécessité de prendre des choix. Il faut qu'on choisisse si faire une chose ou si faire l'autre. La forme dont je vous parlais avant, cette peur de ne pas attraper la bonne occasion, est quelque chose qui a à faire au fait qu'on ne peut pas cueillir toutes les occasions. Il faut louper quelque chose. Et là, voilà, les regrets, les remords se situent justement dans cette idée qu'il faut choisir, que le prix pour vivre, c'est de prendre des choix. Parfois, on prend des choix d'une façon très consciente et voilà, et parfois, après, le temps nous dit qu'on a pris les mauvais choix. Mais on ne pouvait pas le savoir forcément au moment où on a choisi comme ça, ou bien on avait des raisons qui nous ont poussés dans une direction qui n'était pas forcément la meilleure. Et alors voilà, le remords. Les remords, c'est quelque chose qui nous arrive après qu'on a conscience d'avoir mal choisi. Mais le regret, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a, et je pense que c'est un peu lié au discours que fait Pascal Chabot dans son livre, il y a aujourd'hui une forte diffidence vers les regrets. Parce qu'on pense que le regret, c'est pour l'occasion de louper. Et ce n'est pas bien dans ce temps qui nous pousse à faire, de louper des occasions. Mais quand même, c'est vrai que parfois, on a des regrets. Donc on appelle ça un regret parce que peut-être on avait l'occasion de commencer une histoire d'amour qui n'a jamais commencé. Mais une autre peut-être va commencer. Peut-être on a choisi, sans s'avouer d'avoir choisi, on a choisi une autre voie, on a choisi une autre personne, on a choisi une autre ville, on a choisi une autre vie. Et alors qu'on ne s'avoue pas avoir choisi, voilà qu'on appelle ça les regrets. Et donc, je pense que c'est une illusion optique et que c'est très intéressant la diffidence de notre temps envers les regrets. Moi, j'aime bien les regrets. Je trouve que c'est une émotion très poétique et qu'il faudrait essayer de les regarder d'une façon un peu plus laïque, plus libre, sans en faire une marque de manque de courage. C'est pas une manque de courage, c'est parfois une manque de conscience, mais si on l'analyse a posteriori, on peut voir que c'est toujours quelque chose qui nous dit que le temps de notre vie est en train de passer et que voilà, on a choisi de le faire passer de cette façon-là. Parce que Pascal Chabot aime inventer des mots. Il y a plusieurs néologismes, il y a l'hypertemps, mais il y a aussi la afuturalgie. Alors, qu'est-ce que c'est l'afuturalgie? Quelle est la différence entre afuturalgie et nostalgie? Et est-ce que vous partagez l'idée de Hilaria, selon laquelle il y aurait une sorte de défiance aujourd'hui vis-à-vis du regret? Alors,
Effectivement, ce terme d'afulturalgie, je ne sais pas s'il restera, sans doute que non, mais je n'en avais pas de meilleur pour écrire le rapport particulier qui est le nôtre face au futur, dont il est courant de dire qu'il est indéterminé. Évidemment, le futur par excellence est ouvert, et l'époque veut qu'un rapport différent au futur existe aujourd'hui. Une chose à dire d'abord, et c'est en écho sûrement avec ce que Ilaria Gaspari dit, c'est que tous nous sommes différents par rapport au temps. Et s'il est des êtres qui finalement aiment le passé et qui vont chercher dans le temps des origines, dans leur enfance aussi. Il y a des pages sur l'enfance tout à fait magnifiques dans votre livre où on voit que l'enfance évidemment est absolument déterminante et qu'elle est un lieu de confiance également. Et certains êtres sont des êtres non pas du passé, mais qui se ressourcent dans le passé. D'autres sont des êtres véritablement du présent, des êtres qui savent que nous n'habitons ni le futur ni le passé et qu'un certain carpe diem quotidien est finalement la meilleure règle de vie, tandis que d'autres encore sont des êtres du futur, impatients toujours d'être demain et dans leur imagination toujours en train d'ourdir des projets. Notre civilisation tout de même peut-être défiante en cela par rapport au passé, mais habituée à la nouveauté, habituée à ce que l'on a appelé disruption, habituée finalement à ce que l'histoire bifurque vers du meilleur. Notre civilisation est intrinsèquement portée vers le futur plus que vers la répétition. Et les schèmes que nous avons en tête sont des schèmes d'une sorte de progrès triomphant. Si nous convoquons dans une sorte de lignée mentale tous les téléphones dont nous nous sommes servis dans notre existence, là on voit tout de même un modèle presque lamarckien de progrès finalement vers toujours plus de miniaturisation, etc. Donc il y a un conditionnement vers un futur qui serait meilleur, qui serait triomphal. Or, à côté de cela, le niant, mais si surajoutant, parce que je pense qu'il ne faut pas être ni manichéen ni exclusif dans nos oppositions, si surajoutant, nous héritons aujourd'hui d'une conscience d'un futur intrinsèquement problématique. Nous en héritons parce que, et c'est une nouveauté radicale dans l'histoire de l'humanité, notre science, nos scientifiques sont capables d'avoir un discours sensé et mesuré sur le futur. Jamais cela ne fut. Le discours sur le futur, traditionnellement, c'est soit le discours mythique, soit la généralité du nous mourrons tout de même tous, soit le discours eschatologique, religieux. Mais le discours extrêmement précis sur le destin d'un glacier dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, sur la qualité de vie de tel ou tel corps dans 15 ans, dans 20 ans, comme la médecine peut le faire, peut le pronostiquer. Il y a dans les pronostics de vie médicaux quelque chose qui est effarant par la précision et la connaissance extrêmement assertive que l'on peut avoir quand toute une série de paramètres sont connus. Donc nous connaissons ce futur-là. Il n'est plus uniquement de l'ordre de l'imagination ou du souhait ou du destin, il est mieux connu. Et cette connaissance est évidemment une connaissance qui obère un certain optimisme progressiste en disant mais non, les choses par rapport à la biodiversité, par exemple, on a eu les chiffres il y a 2 semaines encore sur le destin de toute une série de populations d'insectes en Europe. Ces chiffres, loin d'être sortis de nulle part, dessinent des scénarios assez sombres, ce qui a comme retentissement émotionnel, et particulièrement dans des générations plus jeunes, de faire en sorte que ce futur qui normalement
aurait dû être absolument ouvert, et s'il y a bien une chose qu'on en a à 20 ans, c'est du temps et c'est du futur, semble soit fermé, soit problématique, soit angoissant. Que faire, et intellectuellement, que faire avec cette sorte de conscience d'une mortalité? C'est l'être pour la mort à Heideggerien, mais à l'échelle de la planète, finalement. Et dans certains discours, on entend que c'est comme s'il y avait une planète pour la mort. Je me permets de faire cette analogie avec l'être pour la mort connu chez Heidegger, et puis un discours sur le destin de la planète qui est beaucoup plus catastrophique. Que faire en gardant en tête aussi que finalement, tous les discours sur la fin du monde et tous les discours catastrophiques sont très souvent arrimés à une idéologie du salut. Souvent, quand on dit la fin du monde est proche ou l'apocalypse, la voilà, etc., il y a une planche de salut justement en disant convertissez-vous globalement. Enfin, en tout cas, dans l'histoire de toutes les religions, la conscience de l'apocalypse sert évidemment d'un hameçon extrême pour adhérer à un discours sotériologique, comme on dit, un discours sur le salut. C'est pas de cela qu'il est question, tout en gardant dans l'oreille tout de même que les prédictions les plus funestes sont souvent assorties aussi de manières de dire qu'il existe des pistes telles ou telles pour en sortir. Donc la conscience contemporaine par rapport au futur est extrêmement troublée. D'où la notion de perte de futur, de sentiment d'être intellectuellement privé d'un futur, qui peut avoir un retentissement intellectuel, mais qui n'est pas vrai, évidemment, puisque le futur sera, mais il sera différent. Il sera différent, forcément. Alors, il l'a toujours été, mais il le sera autrement. D'où l'intérêt de toutes les pensées sur les transitions qui essayent de reprendre en main, de réinjecter un petit peu de volonté, de sortir finalement d'un nouveau destin. Parce que c'est ce qui me semble assez impressionnant dans l'époque, c'est que toute la modernité s'est sortie de l'emprise du destin, en disant, on a vécu longtemps en disant c'est ainsi, c'est la providence, c'est comme cela, et même la médecine finalement a très souvent dit, vous savez, c'est comme cela. Et petit à petit, l'histoire de la modernité est un grignotement, même infinitésimal, de ce qui est ramené sous l'orbe de ce qui dépend de nous, de ce qui normalement n'en dépendait pas. Et finalement, paradoxalement, de nos jours, survient ou revient quelque chose qui est un nouveau destin, qui échappe à nouveau à la maîtrise ou à l'essai ou à l'optimisme de maîtrise humain. Et c'est dans ce nœud-là qu'on est. Alors par rapport à ce nœud, effectivement, je crois qu'il faut sortir de la seule crainte, et il faut sortir de la seule impression de dépossession, et tous les courants des transitions, notamment, j'avais fait à l'époque un livre sur les transitions, sont des courants dans lesquels on se dit, tiens, mais il y a tout de même moyen, par les changements, par le désir, que la futurologie ne soit pas le dernier mot. Mais enfin, vous voyez à ma réponse que il y a, ce serait outrecuidant de croire qu'il y a un quelconque discours sur le futur qui puisse être absolument juste, mais on est là dans un nœud, évidemment, qui est celui de l'époque, et par rapport auquel les intellectuels ont une certaine responsabilité, parce qu'il est évidemment indécent de dire, comme on voit certains livres qu'il écrivent, la fin du monde est pour bientôt, et puis acheter mes livres, finalement. On a évoqué le rôle des nouvelles technologies numériques, un peu en ce qui est de notre rapport au temps, mais vous aussi, dans votre livre, en parlez. Est-ce qu'elle modifie nos rapports à nos émotions ? Souvent, quand je vais parler de mon livre en Italie, surtout dans des librairies, au festival et tout ça, il y a toujours quelqu'un qui prend la parole en finale de la rencontre et qui dit
il dit, mais les adolescents aujourd'hui n'éprouvent plus d'émotions. Parce qu'il y a cette idée très, très répandue qui vient d'un préjugé contre la technologie qui fait si que plusieurs personnes croient que, que si on communique avec des petits messages ou des messages vocaux, audio messages, si on s'échange des cœurs sur Instagram ou sur TikTok, il n'y a pas une vie émotionnelle qui est entremêlée à ces processus. Moi, je pense que c'est très superficiel de voir les choses comme ça, parce que vraiment, les émotions sont quelque chose qui est connaturé à notre vie, à notre état de vivant. On n'est pas les seuls animaux qui ont des émotions. Les autres animaux ont des émotions tout comme nous. C'est quelque chose qui a affaire à notre condition des vivants. C'est quelque chose qui a affaire à notre vulnérabilité, qui sera une condition que jusqu'à la afuturalgie qui viendra nous caractérise. Le fait d'être mortel, le fait d'être vivant et donc d'être toujours en danger. Non, c'est quelque chose qui fait si qu'on a besoin des émotions. On ne connaîtrait pas la peur si on n'était pas menacé par des menaces qui arrivent de l'extérieur et auxquelles il faut qu'on réagisse en se rendant compte qu'il faut se protéger. Et donc voilà pourquoi la peur. On n'éprouverait pas le dégoût si on ne pouvait pas être empoisonné par quelque chose qu'on pourrait manger et que si nous dégoûte, va nous rendre conscients du fait qu'il ne faut pas manger cela. Et donc voilà, même les émotions qui ne sont pas agréables à éprouver ont une racine qui a à faire avec notre nécessité de survie. Donc voilà pourquoi je pense que c'est assez superficiel de penser qu'aujourd'hui, seulement parce que les moyens de communication ont changé, sont en train de changer, on n'éprouverait pas des émotions et surtout les ados qui traversent une phase de la vie qui notamment est une phase hyper émotionnelle, une phase de changement, une phase de tentatives de se connaître, de se reconnaître, de se revoir dans les autres, parce que les émotions sont aussi un moyen de communication très puissant. Je sais pas, je suis sûre que vous avez déjà réfléchi à cela, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très frappant si on y pense. Le fait que nos émotions sont toutes communiquées par nos visages. C'est très difficile de cacher une émotion alors que c'est une émotion sincère et violente. Non? L'émotion, c'est quelque chose de différent du sentiment parce qu'elle a un côté immédiat et un côté somatique très fort. Et donc voilà, si maintenant je ferai une expression de peur, je suis sûre que vous allez la reconnaître tout vite. Si je fais une expression de rage, de colère, vous allez la reconnaître très vite. Les bébés, quand on lui sourit, il répond avec un sourire. Et voilà pourquoi c'est quelque chose qui se développe très vite en langage. C'est vrai, aujourd'hui, on a les emojis, on a les messages, on a d'autres moyens pour communiquer les émotions, mais c'est toujours une communication émotionnelle. La chose que je trouve est assez intéressant d'un côté et de l'autre, c'est quelque chose à laquelle il faudrait faire gaffe, c'est le fait que même si la technologie engendre une quantité d'émotions, des réactions émotives à tous les contenus. On les voit aussi dans la politique, on les voit avec les fake news qui se répandent si vite parce qu'elles provoquent des réactions émotionnelles très fortes. Et après, cette communication, c'est vraiment une forme de contagion, c'est comme une épidémie, non, voilà, émotionnelle qui a à faire avec certaines émotions très fortes. Mais le fait est aussi que face à la technologie, face à la machine, c'est-à-dire à l'ordinateur, au téléphone, ou tout ça, on est seul. Donc voilà, c'est quelque chose de très bizarre parce qu'on a un échange émotionnel qui est parfois très très fort, très intense, mais on est dans la solitude. Et donc voilà, c'est quelque chose qui, je pense, n'est jamais arrivé. C'est vrai qu'il y a longtemps des lettres qu'on recevait et donc qui étaient toujours des communications des émotions. Mais
la lettre qu'on recevait, c'était quelque chose qui était soit à la main de celui qui l'écrivait, soit à la main de celui qui la lisait. Alors que le message, il y a une forme immédiate de communication aujourd'hui qui nous pose dans une condition de solitude très, très nouvelle. Et je pense que ce n'est pas forcément un mal, mais c'est quelque chose à laquelle réfléchir. C'est quelque chose qui peut être aussi dangereux parce que ça dénature un peu l'émotion de sa nature de partage. Voilà. Et donc, voilà, je pense que c'est quelque chose à laquelle il faudrait faire attention, mais aussi voir les développements que ça va avoir, parce que peut-être ça va développer une autre manière, une autre façon de faire face à ces émotions, de les élaborer, et peut-être une autre créativité face aux émotions. Mais à ces moments-là, je pense qu'on a tout un peu de méfiance face à cela. Je sais pas si... Et après, il y a les problèmes que Pascal Chabot met en valeur dans son livre, c'est-à-dire cette question de l'hyperton. Je pense que c'est une question énorme, parce que ça nous pose dans une urgence perpétuelle qui vraiment change quelque chose chez nous. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire l'expérience de vivre quelques jours sans téléphone, sans technologie, dans cet isolement technologique. Moi, pour une émission que j'ai faite à la radio en Italie, j'ai essayé de le faire pendant très peu de temps parce que vraiment j'avais trop de choses à faire et voilà, mon hyperton ne me donnait pas une pause. Et c'était vraiment différent. La perception du temps. C'était vraiment différent. Aussi, la perception de l'angoisse, parce que parfois, on a l'impression, une autre chose que la technologie change beaucoup par rapport à nos émotions, c'est le fait qu'on a l'illusion de tout ou presque tout pouvoir contrôler. Alors que c'est pas vrai. Et voilà, encore une fois, notre condition de vivant qui ont la conscience d'être vivants et d'être toujours en danger, c'est quelque chose qui voilà, nous pose devant face à la vérité effrayante, tout ce qu'on veut, mais qu'on peut pas, indéniable, qu'on ne peut pas tout contrôler. Et notamment, on ne peut pas contrôler notre vie, notre condition de vivant. Et donc voilà, c'est une illusion, mais c'est aussi quelque chose qui nous donne la responsabilité alors de tout contrôler et qui nous éloigne de la possibilité de s'émerveiller aussi. Il y a aussi ces côtés qui a à faire à la spontanéité des réactions, à la spontanéité. J'ai fait un exemple de ces pères. Moi, je suis revenue à Paris aujourd'hui. J'habitais ici il y a quelques années, mais voilà, ça fait longtemps que je ne venais pas. Et j'ai eu l'envie de marcher sans voir Google Maps. Je me serais perdue. Mais peut-être j'aurais vu des coins que je n'aurais pas aperçus, que je n'ai pas aperçus, parce que finalement j'étais en retard comme toujours et j'ai regardé mon Google Maps. Donc voilà, apparemment c'est des petites choses, mais je pense que c'est quelque chose qui a à faire avec une attitude, une posture vers la vie. Et donc voilà, je pense qu'il faut faire assez attention et ne pas avoir peur d'expérimenter avec tout ça. Merci. Donc avant de donner la parole au public, je voudrais venir m'arrêter un peu sur les conclusions de vos livres. Ce sont évidemment des conclusions différentes, parce qu'ils concernent des thèmes et des sujets différents, mais je trouve qu'elles ont quelque chose en commun. Il y a une sorte d'ouverture vers l'avenir, un élan vers l'avenir, une ouverture positive. Moi, je trouve que dans les deux livres, il y a à la fin une ouverture optimiste vers un objectif d'épanouissement personnel et collectif. Dans le livre de Pascal Chabot, il y a cette idée de garder le temps ouvert. On reviendra peut-être sur ce sujet. Et dans le livre d'Ilaria Gaspari, il y a toute une analyse du bonheur comme ouverture à l'autre. Et d'ailleurs, que ce soit sous le signe de l'ouverture, ça me semble évident, parce que, disons, ce qui revient au même, un peu ouverture à l'autre ou ouverture à l'avenir, parce qu'on ne peut pas avoir confiance dans l'avenir si on n'a pas confiance dans notre prochain. Alors, je voudrais commencer par Pascal. Vous dites, il y a 4 différents régimes temporels qui en fait s'entrecroisent dans nos vies, mais il ne faut pas rester enfermé dans ces régimes.
aucun de ces rapports au temps ne peut être absolutisé et plus généralement, on aurait vraiment tort de penser qu'une seule attitude intellectuelle, une seule attitude théorique pourrait donner le là à toutes les autres. Je suis pour une philosophie où quelque chose comme un jeu entre la vie et la théorie est toujours une incitation à rester très mobile et parfois à se dire que les théories que nous formulons sont non finito. C'est toujours quelque chose comme ce que nous vivons, ce que nous expérimentons qui va nous motiver à les modifier. Donc cette ouverture, cette confiance dont vous parlez, elle est de cet ordre-là. Je pense que c'est la vie qui a raison par rapport aux théories et qui a le dernier mot. Je crois que cette confiance dont vous parlez, je l'ai également ressenti beaucoup à la lecture du livre d'Hilaria Gaspari. Je me demande si cette confiance ne vient pas finalement du fait que tout tragique, que soit le rapport à la temporalité finalement, tout tragique, que soit le rapport à une série d'émotions qui peuvent même nous ronger, nous avons tout de même la culture, nous avons tout de même le langage, nous avons tout de même la langue, nous avons tout de même quelque chose comme un rapport à la philosophie qui n'atténue pas le tragique. Bien sûr, peut-être que la culture ne peut que révéler ce tragique, mais tout de même nous permet de le dire joliment, peut-être nous permet d'avoir quelque chose comme ce contrepoison qu'est le style, quelque chose comme l'idée elle-même, qu'une sorte de communauté très très longue d'intellectuels et la manière dont les Grecs évidemment vivent en permanence dans le livre et sont des contemporains, sont des frères malgré 25 siècles de distance, veut dire que la solitude que l'on peut avoir face à face avec une émotion, par exemple, quand elle est nouvelle et inexprimée, cette solitude-là est diluée dans quelque chose qui est véritablement la culture, la vie de la culture. Et c'est sans doute cela qui, dans l'artisanat de faiseurs de livres, finalement, dans l'artisanat parce que c'est un artisanat comme, je regardais le plafond, c'est des artisanats lents, très très loin des solutions toutes faites de la technologie, mais il y a un sens dans ces manières de faire, bien évidemment. C'est de cette manière-là que quelque chose comme une confiance peut être acquise. En tout cas, c'est ainsi que je vois à la fois le métier et puis un rôle de la philosophie. Vous introduisez à la fin un peu cette idée de kairos, donc de l'occasion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Le livre donc, a brossé le portrait de 4 grands schèmes temporels qui sont des schèmes culturels. Et puis à la fin, il m'a paru intéressant de parler du kairos, de l'occasion, du moment qui passe et qui ne passe qu'une fois, évidemment. Chez les Grecs, Kairos était un dieu qu'il était impossible de rattraper. Il passait et c'est évidemment ce qui, dans nos vies, se présente et le moment où une parole peut être dite. Et si elle n'est pas dite à ce moment-là, difficile de la dire par la suite, ou quelque chose peut être écrit, ou quelque chose peut être fait, évidemment. On a tous et toutes, vous parliez du regret, cet esprit de l'escalier où on se dit « j'aurais dû le dire ». Et une fois que c'est passé, évidemment, on ne peut pas remonter l'escalier en disant « vous savez, je voulais rajouter quelque chose ». Non, que ce soit la réunion, que ce soit la conversation, c'est fini. Et Kairos est ce qui est un temps hors du temps, finalement, puisque c'est de là d'où bifurque le temps, et est un temps qui nous donne l'injonction simplement d'être à la hauteur, de vivre en connaissance de cause, de vivre à la façon de quelqu'un qui sait que la vie se fait aussi à travers ces occasions-là, et que parfois des bifurcations légères peuvent avoir des très grandes conséquences. Et cela vaut politiquement aussi, bien évidemment. Il y a une série d'occasions à prendre. Il me semblait intéressant d'écrire sur le temps en sortant de cette
très grand déterminisme du temps, puisque celui-ci nous enserre, pour avoir quelque chose comme une dernière pirouette de la conscience, puisque le kairos, c'est ça, c'est la pirouette de la conscience et de la philosophie qui dit, comme chez Pascal finalement, bien sûr, l'univers entier est là pour nous oppresser, et bien sûr, nous ne sommes que des roseaux, mais nous sommes des roseaux pensants. Et parce que nous sommes des roseaux pensants, nous pouvons penser le temps lui-même, et le penser, c'est déjà se familiariser avec ce qu'il est. Hilaria Gaspari, vous qui écrivez un peu à la fin de votre livre, le bonheur est une véritable vocation de l'homme, de tous les hommes, à viser comme une vertu, non pas un moment d'insouciance, mais un long parcours de connaissance. Oui, et je pense que Pascal Chabot a très bien dit cette sensation d'ouverture voilà, au futur, et, bon, des sorties du tragique. Ce n'est pas une sortie du tragique qui nous sauve du tragique, mais c'est l'idée qu'on n'est pas seul face à tout cela. Et c'est notamment c'est l'art qui nous donne cette conscience. L'art dans toutes ses formes, de la technologie à les arts figuratifs et à la poésie. Et l'idée qu'il y a un effort intellectuel qui s'est déployé. Et je pense que là, bon, pour moi, du moins, il y a une démarche très spinozienne qui animait aussi ces passages que vous avez lus, qui, bon, parce que pour Spinoza, je pense que ça peut vraiment nous aider à concevoir pas une nouvelle, parce que ça a déjà été conçu, mais à reprendre une idée du bonheur qui peut bien nous parler aujourd'hui. Et c'est l'idée que Spinoza a de la joie. Bon, il parle de Laetitia en latin, mais il dit que c'est un passage d'une mineure à une majeure perfection. La perfection, c'est pas quelque chose à entendre dans une acception morale, mais c'est quelque chose qui a à faire avec l'intensité avec laquelle on existe. Et cette intensité, c'est une intensité qui découle de la connaissance des causes, comme Pascal Chabot le disait juste avant. Et c'est quelque chose qui découle donc de la compréhension de ce qui nous arrive et d'une prise de responsabilité face à ce qui nous arrive dans notre vie. Et là voilà, qui, je pense que tout revient. Revient la notion de kairos, le fait qu'il y a des occasions à attraper et qu'il y a des occasions qu'on loupe parce que le kairos s'enfuit, mais qu'il y a aussi la possibilité d'être conscient de tout cela, d'être conscient de sa vie, d'être conscient de ce qui nous arrive au-dedans et hors de nous aussi. Et cette idée d'une perfection qui s'accrue dans la joie, dans son acception spinozienne, est quelque chose qui est très intéressant, je pense, à redécouvrir aujourd'hui qu'on est un peu étouffé par une conception très compétitive de la vie, de l'usage du temps et tout ça, et parce qu'il y a un aspect très fort empathique dans la joie spinozienne. Il dit, dans un passage à la fin de Éthique 5, il dit que la morda intellectuelle, c'est-à-dire cette forme de joie suprême, qui est aussi la plus haute forme de connaissance, la plus haute possibilité de connaître et de se connaître et de reconnaître les causes des choses et donc d'être intense dans son être vivant, c'est quelque chose qui est accru alors qu'on arrive à imaginer un plus grand nombre d'hommes qui sont dans ces processus de connaissance, qui sont engagés dans ces processus. Donc il y a un aspect collectif, il n'y a pas l'idée qu'on reçoit un prix pour sa vertu, pour se bien porter, pour sa joie, mais il y a seulement cette accroissance qui est une accroissance collective, qui est une accroissance sociale
de notre joie et donc de notre puissance d'agir, d'être et de connaître. Je pense que ça, c'est quelque chose de très puissant à penser aujourd'hui. Et même par rapport à ce que disait Pascal Chabot, même par rapport à cette ouverture à l'autre, dans un moment où la politique essaie de partager. Et voilà, bon, en Italie, il y a une situation politique qui est assez préoccupante à un certain niveau. Et je pense qu'aujourd'hui, l'idée qu'on peut sortir du langage, de la manie, de l'obsession pour l'identité, pour se renfermer, pour garder ce truc étranger hors des confins, c'est quelque chose qu'on peut vraiment redécouvrir aujourd'hui. Grâce à la philosophie, grâce à l'art, grâce à la réflexion sur le temps qu'on vit. Et en se souvenant que, par exemple, un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, empathie, et qui aussi résonne, même si ce n'était pas le mot utilisé dans ces propos spinoziennes de la mort intellectuelle, ce qui est nourri par ces grands nombres d'hommes qui se réfléchissent les uns dans les autres, dans cette accrue connaissance des soi et des causes. Je pense que c'est important de se souvenir qu'empathie, c'est un mot qui a été connu par un historien de l'art pour décrire la réaction qu'on a face à certaines peintures, à certaines représentations d'autres êtres humains. Et je pense que là, il y a notamment ce que Pascal Chabot disait, le fait qu'on partage cette condition, on n'est pas seul face aux défis qui nous sont posés. Si j'ai bien compris, vous travaillez sur Huxley, et quand j'entends ce nom et que je pense aux émotions, évidemment, c'est un romancier romancier et essayiste qui est très prolixe là-dessus. J'avais simplement la curiosité de savoir si Huxley avait quelque chose à dire dans votre contexte de ce soir. Merci. Il y a un an maintenant, un court livre qui fait une 60aine de pages, qui s'appelle 6 jours dans la vie d'Aldous Huxley. Et l'idée fut de choisir 6 journées pour finalement dire ce qui a mené à cette journée-là et de quoi elle allait être la porte d'entrée, pour à la fois caractériser l'être au monde de ce romancier tout à fait singulier et mettre en lumière ses inventions, lui qui a quand même été l'auteur d'un mythe. Le meilleur des mondes, c'est un mythe. Lui qui a été un esprit expérimental, quittant l'Angleterre, allant longtemps en Italie, évidemment dans les années 30, dans sa Bugatti, il sillonnait, parce que c'était un moment, il est parti de rien, mais c'est un moment où il pouvait demander à son éditeur une Bugatti pour sillonner l'Italie, etc. Enfin, les temps ont un peu changé, mais il part, il va vivre en Californie. Alors il travaille avec Walt Disney. On lui doit une tentative de scénario pour Alice au Pays des Merveilles, mais Walt Disney a trouvé ça un peu trop spécial. Il va vivre dans le désert. Alors il a vécu 1 an et demi avec son épouse dans le désert, et c'est là quand il reçoit la lettre d'un psychiatre canadien, Oswald, qui lui dit voulez-vous essayer la mescaline sous contrôle médical, et évidemment il dit oui, mais son costume de flanelle, et il est parti pour de longs trips. Tout ça avec toujours le souci de l'écriture, et tout ça avec une visée finalement de justice, une visée de culture qui m'a semblé tout à fait admirable. C'était le désir, puisque j'ai une amitié intellectuelle avec Huxley, disons, depuis une 30aine d'années. J'y pense beaucoup, je le lis beaucoup, et comme il y a peu de choses sur lui en France, on le connaît relativement peu, l'idée était de parler de lui. On n'a pas eu le temps d'évoquer plein d'aspects de ces 2 livres. Je voudrais juste en rappeler quelques-uns. Dans le livre d'Hilaria Gaspari, qui est un véritable voyage littéraire. Donc, c'est un aspect qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. On parle beaucoup de Dante, de Sophocle, d'Homère,
de Pascal et de plein d'auteurs. Donc, d'où l'intérêt de ce voyage dans les émotions à travers le langage de la littérature. À travers le langage des philosophes aussi, mais surtout de la littérature. Et de l'autre côté, dans le livre de Pascal Chabot, il y a un aspect qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est votre recherche d'équivalents visuels. C'est-à-dire à chaque régime temporel, il a cherché des équivalents visuels. Vous trouvez des images dans le livre, par exemple. Alors, au centre, il y a l'image de la spirale. De la spirale, là ce serait long d'entrer dans les détails, mais donc il y a plusieurs types de spirales. Vous trouvez celle de la lanterne de Santivo alla Sapienza, par exemple, à Rome, mais vous trouvez également le monument à la Troisième Internationale de Tatlin, cet artiste soviétique qui reprend l'image de la spirale. Vous en trouvez d'autres qui s'efforcent de visualiser ces différentes conceptions du temps. Voilà un aspect qui est fascinant de cette analyse si fine de nos visions et de nos régimes temporels. Voilà, donc un grand merci à nos invités, merci à Ilaria, merci à Pascal, qui vont rester avec nous pour signer leur livre que je vous invite chaleureusement à découvrir. Merci.